Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinéma, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou sur l'application Radio Grand Lac que vous pouvez télécharger sur vos Apple Store, Android Store et Monsieur Store. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut où il faut, c'est formidable. Bonsoir mon cher Kevin, bonsoir Vincent. Bonsoir. J'espère que ton micro n'était pas branché, excuse-moi. Je parlais dans le vide. Je te censure. Bon, excusez-moi, donc je recommence. Bonsoir Vincent, bonsoir Kevin. Et bonsoir Guillaume, bonsoir Kevin et bonsoir à tous nos auditeurs cinéphiles passionnés. Et voilà, on est ravis de vous retrouver. Et encore, nous sommes effectifs complets. C'est formidable. Absolument. Ce soir, pas d'invité. On est en comité, on est entre nous. Voilà. Oui, prochainement, les amis. Prochainement, bien sûr. Prochainement. Ah, mais ils vont pas y perdre au change, hein. Non, bien sûr. Au contraire. Puis en plus, ce soir, on a un programme. On a un très bon programme. Je vais faire le programme. Tiens, vas-y. Ah, oui, je sais pas, je me suis lancé. Donc, les sorties de la semaine, bien évidemment. On parlera de tous les blockbusters et toutes les petites sorties. On vous donnera évidemment nos avis sur les films qu'on a vus cette semaine, comme Le Jeu de la Reine. Pas de vague, donc non, je ne l'ai pas vu. Et Vincent qui a vu La Promesse Verte. Et nous ferons un focus en troisième partie sur Le Salaire de la Peur, la nouvelle production de Netflix. Et ce sera l'occasion de reparler évidemment des deux précédents films qui sont Le Salaire de la Peur de 1953 et Sorcerer, sorti en 77 de William Friedkin. Voilà. Spoiler, ce sont deux bien meilleurs films. Alors comme je dis, c'est trois grands films. C'est trois grands films. Les deux sont des très grands films chefs-d'œuvre. Le troisième est un grand film de quelque chose, vous verrez bien. Ah, c'est à la limite de l'admiration. En tout cas, il y aura de matière à parler. Tout à fait. Oui. Eh bien, sans plus tarder, nous allons attaquer par les sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait. Donc, cette semaine, nous avons Godzilla X Kong, le nouvel empire de Adam Wingard avec Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Dan Stevens. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l'espèce humaine. Godzilla X Kong, le nouvel empire, remonte à l'origine des deux titans et au mystère de Skull Island, tout en révélant le combat mythique qui a contribué à façonner ces deux créatures hors du commun et lier leur sort à celui de l'homme pour toujours. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Nous avons détecté un signal. Elle le perçoit. Kong et Godzilla le perçoivent aussi. Quelque chose approche. Quelque chose que même eux redoutent. Et ce sera disponible dans tous vos plus grands cinémas, aux Toiles du Lac, à Aix-les-Bains, au Pâté à Chambéry. Je sais que Kevin est très friand de cet univers-là, les gros monstres qui se tapent sur la tronche. Ça n'a pas l'air d'être le cas, non? Si, ça c'est son plaisir coupable. J'avoue, c'est mon petit plaisir. Parce que moi, je suis Joker. Hein, mais moi aussi, parce qu'une fois, il arrive, il fait « Oh, toi, je suis sûr que t'aimes bien les trucs qui se bastonnent. » J'ai horreur de ce jeu. Ça me saoule en général, ce genre de film. Comme les amateurs du genre apprécieront sans nul doute. Alors, en plus, c'est un énorme succès, j'ai vu. Il cartonne au box-office. Alors, il détrône tout le monde. En fait, moi, je sais en y allant que je vais pas voir un grand film. Mais en fait, là, on est vraiment dans le cinéma popcorn au sens premier du terme. Mais c'est vraiment, un préquel en plus, si j'ai bien compris. Apparemment, non. C'est quand même bien la suite, mais je pense qu'il doit y avoir des flashbacks. Oh, d'accord. Parce qu'il préquel, ça m'étonnerait un peu parce que. Je sais pas, parce qu'ils disent on revient aux origines. Il est vraiment de concert avec Ils sont de concert tous les deux, la Godzilla et King alors Kong. Que dans le film d'avant, ils se mettaient sur la tronche. Voilà, c'est ça le. Mais c'était ça qui était beau, c'est qu'à la fin, ils avaient trouvé un ennemi commun et Godzilla du coup partait en regardant Kong, en lui faisant OK pal. C'était. Ah là là, formidable. Mais c'est du chef-d'œuvre. Oui, à mon avis, si vous voulez avoir votre dose d'adrénaline, dans tous les cas, vous aurez mon avis la semaine prochaine. Ça, c'est une certitude. Je vais le voir. Pas de problème. Eh bien, autre sortie, mon cher Vincent. Alors, Et plus si affinité. Donc de Olivier Ducré et Wilfried Mens, je sais pas comment on prononce, avec Bernard Campan, Isabelle Carré et Julia Faure.
Usé par 25 ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée de Sophie d'inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n'enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple visiblement très amoureux son manque de discrétion, surtout la nuit. Au contact de ses voisins aux mœurs débridées, Xavier et Sophie vont devoir se confronter à leur réalité avant d'être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu indécente. On écoute un extrait. Avec nos chers voisins. Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des boulettes de poulet à la balinaise. C'est indonésien. Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4h du matin, ça ne te gênerait pas de leur en parler. Je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique? Attention, hein, très aphrodisiaque aussi. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir? Tu te rappelles? Ah ben écoutez, moi tu l'as déjà vu? Je l'ai vu, oui, Ah oui, effectivement. c'était en avant-première. Oui. Mais je prends mon rôle de cette émission très au sérieux parce que je vais de plus en plus au cinéma. Hein. Vous constaterez quand même. Très bien. Et non, moi j'ai bien aimé. C'était enlevé, c'est plaisant. On a l'impression que c'est un peu un huis clos quelque part. Ça pourrait être joué en pièce de théâtre sans problème, à mon sens. Et c'est très court aussi. C'est assez court. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et sur ce rythme-là. il y a des dialogues percutants, très drôles, et puis en même temps une interrogation sur le couple et puis sur le désir entre qui peut s'amenuiser dans ce cas-là. Voilà, mais c'est pas mal. Bernard Campan qui pour moi fait la meilleure carrière post-inconnue en tout cas. Il mal. est pour moi autant doué au niveau drame que sur la comédie. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est celui qui arrive à le mieux se diversifier en tout cas. Et je crois, en tout état de cause, je crois que ça fait au moins la 3e fois qu'il participe à un film avec Isabelle Carré comme partenaire immédiate. Ah ben, De là, ce qui est en Guy sous roche. Ça ne nous regarde pas. Voilà, nous n'irons pas jusque-là à parler de ces choses dégueulasses. J'allais pas aller jusque-là, mais apparemment ils s'entendent très bien dans le jeu d'acteurs. Ah oui, et puis sur des sujets toujours un peu quand même amoureux. Voilà. Voilà. Sympathique. Autre sortie, du Cobu passe au vert. De et avec Elise Moon, mais aussi Émilie Kahn et Frédéric Bell. Nouvelle rentrée à Saint-Potache. Cette année, du Cobu a une idée de génie, prendre une année sabbatique pour sauver la planète, mais surtout pour sécher l'école. Mais la touche ne compte pas le laisser faire si facilement. Tricheur et écolo, c'est pas du gâteau. On écoute un extrait. Avec intelligence artificielle. Du Cobu. Pas de jouets en classe. Gustave Lepouche, c'est le pire prof. La planète va mal. On doit changer nos habitudes. Voilà, et ce sera disponible dans vos salles Toile du Lac et Pâté. Autant vous prévenir tout de suite, nous n'irons pas voir du Cobu 5. Mais il y a encore un public pour ça, c'est ça? Alors, non mais ça marche assez bien auprès du jeune public. Déjà le 5. Oui, le 5. C'est affolant. Et le 3e réalisé par Elise Moon. Bah oui, parce que j'avais même pas réalisé qu'on en était déjà au numéro 5. Hein. Oui, je crois que non plus. Figure-toi que je me suis trompé la semaine dernière en disant 4 et on m'a dit non, c'est le 5. Ah bon, excusez-moi, j'ai fermé les yeux 2 Pour secondes. Les fans, excusez-nous. Mais après, c'est bien pour les jeunes enfants, et puis là, ça sort pour les vacances. Jeune, vraiment jeune. Voilà, c'est amusant, et puis... c'est ciblé, là. À ce qui paraît, c'est même plutôt bien fait en termes de gags et tout ça, donc... allez-y, si ça vous donne envie. Ça peut être plaisant et rigolo. Mais ouais. Attention, puisque là, je vous le dis, chef-d'œuvre en préparation. Puisque moi, j'avais pu apprécier le film Black Flies. Alors, c'est en plus, au Festival de Cannes, c'est le dernier film que j'ai vu en rattrapage, le dernier soir. Je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller voir ça. Donc, de Jean-Stéphane Sauvert avec Sean Penn, Ty Sheridan et Catherine Waterston. Donc, ça raconte l'histoire de Holly Cross, jeune ambulancier de New York, qui fait équipe avec Jen Rotowski, un urgentiste expérimenté. Confronté à la violente réalité de leur quotidien, il découvre les risques d'un métier qui chaque jour ébranle ses certitudes et qui ne lui laisse aucun répit. Et j'ai été bouleversé. Alors c'est peut-être de par ma profession, mais ce film m'a pris du début à la fin. Je me suis dit c'est pas possible. Le mec qui a fait ou écrit ce film a dû aller dans des services d'urgence, tout ça. Il y a un questionnement éthique, parce qu'en plus il y a pas mal de sujets au niveau de tout ce qui est euthanasie et tout ça en ce moment. Et il y a une scène, vous verrez, enfin énormément de gens vont être choqués, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de la partie qui pourraient dire mais peut-être que le point de vue, le raccourci, on va dire, que fait Sean Penn à un moment
n'est peut-être pas si mauvais que ça, ou peut-être il est désabusé peut-être par son métier, tout ça. En tout cas, c'est intéressant. J'ai très hâte de le voir. Il y a une scène, enfin, tu vas vite comprendre quand tu vas la voir. Ouais. Et de quoi je parlais. Je pense savoir lequel c'est. Attention, c'est violent. Âme sensible, s'abstenir. Oui, âme sensible, s'abstenir, c'est violent. Par contre, peut-être que certains n'accrocheront pas aussi sur le parti pris. Il y a une ambiance assez religieuse, tu sais, un peu à la Scorsese, on pourrait dire, comme dans le film À tombeau ouvert. Mais moi, en tout cas, ce film m'a bouleversé et je ne peux que vous recommander de le voir. Surtout que je crois qu'il a eu des retours à Cannes. Il était traité de film réac. Enfin, c'était mal passé. Et c'est réalisé par un Français. Oui. Ah, bien. Oui, exactement. Ah oui, Jean-Stéphane. Il y a une photographie qui est à lécher, enfin, vraiment, qui est léchée, qui est à tomber, qui est très inspiré également de Scorsese, quand on filme New York, mais c'est le New York sale, vraiment. Dans l'archétype des personnages, en voyant la bande-annonce, ça m'a beaucoup fait penser à Training Day. Il y a un côté Training Day. Oui, j'aimais tout beaucoup à fait. aussi avec Denzel Washington. Sur le duo, ça fonctionne beaucoup. Le jeune rookie et le mec expérimenté, un peu désabusé et qui commence un peu à en avoir un affaire des règles. Il y a un peu de ça, mais il fait quand même son travail, Sean Penn. Enfin, vous verrez. C'est différent. Il est pas véreux, quoi. Moi, je me suis retrouvé, pas mal. Les questions qui sont abordées m'ont beaucoup touché parce que c'est des questions auxquelles j'ai déjà été un peu confronté et bouleversant. Pour moi, c'est le film à ne pas louper la semaine prochaine. Et attention, parce qu'il n'est disponible qu'au cinéma Victoria avec cela. Oui. Donc, ne le loupez pas. Autre sortie, Vincent. Alors, Les Explorateurs, l'aventure fantastique de Gonzalo Gutiérrez avec les voix de Damien Locno et Marie Braham. Alfonso, Arthur et Victoria sont 3 explorateurs en quête de grande aventure, mais difficile de faire les 400 coups dans une petite ville si paisible. Et s'ils se retrouvaient soudain avec d'improbables agents secrets à leur trousse. Voilà, c'est un film d'animation pour les... alors, vu le style, c'est pour les tout petits. Donc, voilà. Mais c'est bien d'avoir des tu films... vas bien y aller. Ça charmera les parents qui vont emmener leurs enfants. Puis voilà. Je suis même pas allé voir Kung Fu Panda. Ah, autant pour moi. Mais en même temps, j'en ai vu qu'un il y a 16 ans. Donc, c'était compliqué de tout rattraper, là. Moi, j'avais bien aimé le premier. Oui, c'était sympathique. Oui, voilà. Oui, mais enfin, tu sais, moi, l'animation maintenant. Ah, mais tout n'est pas acheté. Guy. Mais s'il y a Toy Story 5, ça là j'irai. Toy Story, t'aimes bien alors. Ah, Toy Story, en fait, c'est encore les choses qui appartiennent à mon enfance que j'arrive à m'y retrouver, mais sinon, on va dire que je sens que je ne suis plus la cible des dessins animés Disney modernes. Non, mais Toy Story, moi, c'est le pire, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, je sais que j'y vais avec la boîte de mouchoirs parce qu'à la fin, ils vont me faire pleurer. J'en fais plus trop partie maintenant parce que je trouve que c'est très conventionnel de plus en plus et c'est très politiquement correct et ça m'agace terriblement. Ah bah c'est oui. Autre sortie, Drive Away Dolls, c'est le retour d'un réalisateur et pas des moindres, Ethan Cohen. Alors justement, c'est sans son frère. Ouais. Tout seul. Il n'y a pas un autre Ethan Cohen aussi qui existe en réalisateur ? Alors là, non, je crois que c'est lui là. C'est le frère Cohen seul. Voilà. C'est un des frères Cohen seul. Okay. Et du coup, Ethan Cohen revient avec Margaret Qualley, Géraldine Viswanathan et Beanie Feldstein. L'histoire de Jamie, une jeune femme libre d'esprit essuyant une énième rupture amoureuse, et Marianne, son amie pudique et réservée qui souffre de frustration généralisée, sont en quête d'une bouffée d'air frais. Elles se lancent dans un road trip en direction de Tallahassee, mais leur périple va vite se compliquer quand elles croisent la route d'une bande de truands. On écoute un extrait. La mallette, Santos. Jamais de la vie. Salut les filles! C'est notre toute dernière soirée concours de body shop, donc on va te saler comme tu le mérites. J'en ai ras le cul de l'amour, j'ai pas l'impression que ça convienne aux lesbiennes du 21e siècle. Voilà, c'était très fleuri. Alors, je précise qu'il y a bien un Ethan Cohen, mais sans H, qui existe, notamment qui est le scénariste d'Idiocratie, de Men in Black 3, et qui avait réalisé Anto, le mode d'emploi, et Holmes et Watson, voilà. À ne pas confondre. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et pour en revenir à ce film, ça fait penser un peu à Thelma et Louise. Oui. Quelque part. Hein, sauf que cette fois-ci, elles sont bien pourchassées par des méchants. D'accord. Apparemment. Donc ce sera à voir au cinéma Victoria à l'Astrée. Écoutez, moi j'ai envie de le voir parce que c'est Ethan Cohen. Et puis je vous en reparlerai sans doute la semaine prochaine.
Autre sortie, Guillaume. Oui, quelques jours, pas plus, de Julie Navarro avec Camille Cotin, Benjamin Biolay et Amouroula, sa fille. Alors, Arthur Berthier, critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d'hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l'hôpital par un CRS en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde, la responsable de l'association Solidarité Exilée, et accepte pour quelques jours, croit-il, d'héberger Daoud, un jeune Afghan. On écoute un extrait. Concert, et tu détruis ta chambre d'hôtel et une bagnole. 11 350 pour 2-3 heures after, c'est des grands malades. Tu me fais chier, Arthur. Tu vas repasser aux infos générales. Arthur Berthier de l'époque, on couvre l'évacuation, je peux vous poser d'autres questions. Alors, pas du tout le moment. Non, 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 non. On avait dit pas les autres. Journaliste. Je voudrais juste saluer la présence d'Arthur Berthier. Ce sera disponible au Victoria à Aix-les-Bains, et au Pâté Chambéry. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, je reconnais. Après, j'aime bien Camille Cotin. Non, moi non plus. Le côté désabusé de Benjamin Biolay, ça le fait pas. J'aime pas non plus Benjamin Biolay. J'ai du mal avec Benjamin Biolay. J'ai énormément de mal avec Benjamin Biolay. Moi, je pense qu'il a du talent. C'est un gars qui, à mon sens, a du talent. Mais bon, là, il refait du Benjamin Biolay. Chaque fois, quand il chante, c'est Benjamin Biolay. Quand il joue, c'est Benjamin Biolay. Donc, j'ai un peu de mal avec ça, mais j'aime bien pourtant, en fait, son personnage. Camille Cotin, non, pour l'instant, j'accroche pas, moi, tu vois. Moi non j'aime plus. bien. Je suis comme toi, Guillaume. Je suis pas fan. J'aime bien, mais pas sur tous les films. Mais j'aime bien en général. D'accord. Bon. Dernière sortie, Vincent, c'est à toi. Sidonie, au Japon, de Élise Girard avec Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara, merci de m'avoir donné. Oui, mais c'est ça. Et Auguste Dill, c'est sympa. Pour une fois, c'est moi qui m'y colle, c'est ça. Sidonie se rend au Japon à l'occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères. Surtout lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec son mari, disparu depuis plusieurs années. On écoute un extrait. C'est votre habitation. C'est presque irréel pour moi d'être ici. Vous aurez des belles mains. I'm telling you, the window is open. That's impossible. Qui êtes-vous? Au Japon, ils vivent partout dos de nu. Moi, je suis très partagé. Le sujet m'intéresserait assez, j'avoue. Et puis j'aime bien le Japon, donc il y a un côté comme ça qui me plaît beaucoup. Mais j'ai du mal avec Isabelle Huppert. On est pareil. Formidable. J'ai osé le dire, ça y est. Bienvenue au club, c'est ça? Je ne peux pas. Dans la porte du paradis, déjà que le film est chiant. Oh mon Dieu. C'est ça le problème. Mais moi, elle m'a flingué un film de Paul Verhoeven de 3 heures, c'était Elle. Ça passe encore celui-là. Mais moi, je me flinguais devant le film. Après, je sais pas qui. Il doit y avoir des gens qui affectionnent le jeu de Isabelle Huppert. Elle doit avoir quelque chose. Moi, je suis pas du tout. Le côté. C'était Chabrol qui l'avait assez utilisé aussi de nombreuses années dans ses films. Mais c'est vrai que le côté Bourges, mais déconnecté, moi, ça me. Il y a Catherine Deneuve qui a pris un peu aussi cette tangente-là, mais elle est plus appréciable. Elle a d'autres facettes aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'elle a un côté quand même, on arrive à l'apprécier, alors qu'Isabelle Huppert, elle a ce côté, la comédie, peut-être pas la comédie française, j'en sais rien, mais le cinéma, d'antan. Mais c'est vrai que la voix de Catherine Deneuve flatte tout de suite plus l'oreille que la voix d'Isabelle Huppert. On a déjà un peu l'impression qu'elle se fait chier quand elle parle. Voilà. Elle a un petit côté comme ça, un peu désabusé, un peu à la Benjamin Biolay version féminine. C'est ça. On va dire c'est ça. Ah non, oui, en fait, c'est ce côté-là. Si un jour ils font un film Isabelle Huppert, Benjamin Biolay, là je meurs. Isabelle Huppert, j'ai énormément de mal avec. Donc c'est tout pour les sorties de la semaine et donc on va faire une première pause musicale et vu que demain sort un nouveau film avec Sean Penn. Je vous rappelle que pendant quelques années, qui était Madame Sean Penn? C'était Madonna. Et du coup, on va écouter un peu de Madonna avec Papa Don't Preach et on revient juste après. À tout de suite. Vivez en musique sur le 92.1 Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinéma sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Nous avons dans la première partie parlé des sorties de la semaine. Il est temps désormais de donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais avant ça, mon petit Guillaume, un petit rappel des films que nous conseillons toujours et qui sont toujours présents en salle. Oui, nous vous conseillons le film Une vie, qui a une excellente carrière cinématographique en France. Il fonctionne de feu de Dieu et il reste dans les salles et franchement c'est amplement mérité. Il est très très beau ce film. Je me rappelle plus ce que c'est. Il doit être très avec émouvant. Anthony Hopkins. Ah oui, pardon. D'ailleurs, c'est marrant de dire c'est avec Anthony Hopkins parce qu'il interprète juste le rôle du personnage plutôt vieillissant. Voilà, on va dire qu'il est présent l'équivalent de la moitié du film. Faut vendre quand même. Mais vu que mais il est bankable alors donc forcément. Il y a un montage alterné. On va dire voilà, c'est pas, on le voit pas qu'à la fin. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et on vous conseille également d'une deuxième partie, toujours assez impressionnant. Le film italien Il reste encore demain et le film la comédie française Bis Repetita. En revanche, par contre, on est toujours très mitigé ou partagé, je dirais plus partagé concernant le film Immaculé avec Sydney Sweeney. Oui, c'est pas si immaculé que ça, quoi. Oui, mais c'était facile. Oui, mais des fois on aime. C'est efficace. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprécier. Oui, c'est possible. On va revenir cette semaine sur le film Le Jeu de la Reine de Karim Enouz avec Alicia Vikander, Jude Law, Simon Russell Bill. Et c'est toi qui vas donner ton avis en premier, parce que c'est l'histoire de Henri VIII et sa dernière épouse Catherine Parr, et on va dire ce jeu entre les deux, toxique, très toxique. Henri VIII ayant cette réputation d'être celui qui a inspiré Barbe Bleue, qui a tué de nombreuses de ses épouses. C'est sa 8e épouse, là, Alicia Vikander. Voilà, 8e. On en connaît comme ça. Enfin, ils assassinent pas tous leurs épouses quand même. Non, pas tous. Non, heureusement. Mais du coup, voilà, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce film au Moyen-Âge. J'ai trouvé que la reconstitution était très bien faite, en particulier sur les costumes. Les costumes sont magnifiques. Costumes sont magnifiques, mais comme je disais déjà un peu la semaine dernière, je trouve que il y a pas trop de budget. Ça sent trop le studio, en fait, puisqu'on a quelques plans extérieurs de château. On n'a pas, je veux dire, un plan d'ensemble avec un château magnifique, quelque chose comme ça, et on se retrouve très vite à l'intérieur qui laisse présager que le film a été tourné essentiellement en studio, mais je suis entièrement d'accord que les costumes sont sublimes. Oui. Mais après, ça donne un côté, justement, la vie de château, quoi. On est vraiment au quotidien dans le château. Bon, en plus, on peut supposer que l'épouse ne sortait pas tant que ça. Une prison dorée, en quelque sorte. C'est ça, Henri VIII, non? Alors là, tu me parles chinois, je crois. Je crois, mais en tout cas, c'était le roi de la Grande-Bretagne et de la France, parce qu'il l'indique. Oui, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, le début du film m'a un peu désemparé. Et il y a une manière de commencer qui est long, il me semble, non ? En fait, le début est un peu bizarre. Ça démarre de manière un peu abrupte. Oui. On ne sait pas trop où est-ce qu'on veut nous mener. Et très rapidement, je dirais au bout de 20-30 minutes, le personnage de Jude Law, donc Henri VIII, revient de France. Et là, du coup, on a cette confrontation entre le mari et la femme, entre le maître et la soumise. Et il y a ce jeu qui va se basculer aux fonctions des scènes et tout ça qui est très intéressant. Et alors, autant Jude Law est extraordinaire et Alicia Vikander est formidable. Elle aussi, le 2 est un duo extraordinaire. Et en plus, au début, je crois qu'elle est mariée, mais elle l'a pas vu, c'est ça ? Il y a pas une histoire comme ça ? Ils sont juste mariés Non, alors je me rappelle plus exactement. Non, c'est pas dit comme ça. Enfin, le début, en fait, c'est que Henri VIII est en France et pour l'instant, Catherine Parr, du coup, est la reine régente, s'occupe des affaires pendant qu'il est absent. Et déjà, on la critique sur le fait, vous voulez traiter des questions de la religion, mais on avait dit que pendant que le roi n'était pas là, on traitait pas des questions de la religion. Oui, c'est une femme qui essaie de prendre un peu, qui prend de la place, quoi. Voilà, et surtout qu'il y avait une amitié toute particulière avec Anne Boleyn. Oui, c'est ça. Voilà, qui du coup avait ce rôle de prophète. Elle interprétait la Bible de manière différente, cette Anne Boleyn, que des autres prêtres. Et du coup, forcément, c'était très mal vu au sein de la cour. Franchement, j'ai trouvé ça assez passionnant. J'avais trouvé ça assez long, moi, mais je me rappelle. Après, 2h30, non ? 2 heures.
2 heures. Mais après, moi, alors, je vous le rappelle. Je pense que c'est l'effet Cannes. Je l'ai vu au Festival de Cannes et je m'étais passablement ennuyé devant le Wes Anderson Asteroid City avant. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le deuxième visionnage derrière, justement, ça prend un peu de temps à démarrer. Je me rappelle que j'avais un peu subi. Mais par contre, irréprochable au niveau de l'acteur avec Jude Law qui est un gros dégueulasse, il faut dire ce qu'il est. Hein. Et ils l'ont dit d'ailleurs cette semaine qu'il a fait exprès de concocter un parfum à base c'est extraordinaire ce que de tu avais dit sang, tout à de l'heure. matière fécale et de sueur, parce que c'était dit dans les écrits que Henri VIII sentait la mort du fait de sa blessure à la jambe. Oui, parce qu'il a des ulcères aux jambes. De là, le faire supporter à ses partenaires de jeu, le pire, quand même. C'est l'acteur studio. C'est vraiment de l'acteur studio. Puis il l'a fait subir très très tôt, c'est même pendant les répétitions. D'accord. Alicia Vikander racontait que la première fois qu'elle répétait avec lui, elle se rapproche de lui et là elle fait waouh. Ah ouais, et elle était à 2 doigts de tomber dans les pommes tellement l'odeur était exécrable. Et la fin, par contre, c'est la vraie fin. Je ne sais pas. Je pense que c'est légèrement sous-entendu au début du film. Il y a un panneau que on peut supposer que ça s'est passé comme ça, mais on n'en est pas sûr. Mais en vrai, ça pourrait totalement se passer comme ça. Et de toute manière, c'est pas un spoiler. Henri VIII est mort à un moment ou à un autre. Il n'est plus en vie actuellement. Comment il est mort? Je pense que c'est fort probable que ce soit passé comme ça, et même si ça s'est pas passé comme ça, dans le cadre du film, ça apporte. Oui, parce qu'en fait, au final, à travers ce film historique, ça traite de sujets très actuels, la place de la femme, très actuel, les questionnements, tout ce qui est religieux, tout ça. Oui. Mais ne dit-on pas que l'histoire est un perpétuel recommencement? Mais là, totalement. Et franchement, pour le coup, je suis épaté devant le. Il est passé, en plus, ce film, mais inaperçu à Cannes. Ah ouais. C'est vrai que l'affiche n'est pas très attractive, je trouve. Alors l'affiche est une non-affiche, hein. C'est un peu le problème. Je l'aurais fait en mode tableau, vraiment, tu sais, avec Henri VIII, il y a une peinture célèbre où il est un peu comme ça. Pour coller plus au côté historique. Oui. Mais bon, ça s'explique peut-être par le fait que l'angle de vue est quand même entre les deux personnages. Oui. Ils ont pris ce parti pris-là, et c'est pas vraiment un film historique, mais ça reste un film historique dans le contexte dans lequel ça se joue entre deux. Mais voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que le film ne manque pas de personnalité dans son générique, avec des couleurs très très rouges, très pétantes. Et le reste du film est un film au Moyen-Âge. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez... Je sais pas ce qu'ils avaient à Cannes à faire des génériques tout bizarres comme... Du coup, comment il s'appelait Zone of Interest, tu sais, le générique. C'est vrai. Du coup, il n'y a pas tellement de figurants, finalement. Non, ce film, c'est assez... un peu huis clos, quand même, quelque part. Ça sent le film Covid, un petit peu, quand même, aussi. Non, oui, c'est ça, voilà. Mais après, je pense que ça colle... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais au final, avec l'ambiance et le cadre temporel, ça dérange pas. Ça pourrait être la cour. Le fond est puissant. Donc parce qu'au final, quand il faut une garde partie, t'as quand même un petit peu de monde, quoi. Ouais. Mais voilà. C'est un peu la caste fermée de la cour, quoi, aussi. Oui. Et c'est assez proche réellement du fait historique dans leurs échanges. En tout cas, on peut. C'est ce qu'on peut supposer. On peut supposer. En tout cas, visiblement, ils ont plutôt bien retranscrit la personnalité d'Henri VIII. Oui, et du coup, moi, c'est un film que je vous conseille. Si l'histoire vous intéresse et si vous êtes assez friand de Jude Law et Alicia Vikander, allez-y, les yeux fermés. Moi, je suis mitigé, c'est tout, simplement, mais... Peut-être à la voyure. Ne vous fiez pas à mon avis pour ce film, par contre, peut-être. Autre sortie que tu as pu voir, Vincent? Alors, moi, j'ai vu récemment La Promesse Verte. Et franchement, c'est un film très très intéressant, très on est très proche du côté émotion avec Alexandra Lamy. Donc l'histoire, l'histoire est la suivante, c'est son fils qui est parti donc du côté de Cambodge. Non, c'est l'huile de palme, c'est Thaïlande, je crois. En Thaïlande. Il me semble que c'est dans en Asie du Sud-Est. Voilà. Et donc, en fait, il assiste à, effectivement... Indonésie. On est pas loin. Voilà, comme ça, ça sera plus correct et précis. Et donc, il assiste au scandale, finalement, en direct de l'huile de palme, avec la déforestation, la disparition de la faune et de la flore, évidemment, qui va avec, mais aussi certaines choses. Et donc, il y a une milice privée qui intervient, il va être témoin de quelque chose, et il va être amené à être emprisonné
espérant pouvoir dans un premier temps s'enfuir et mettre, je dirais, en secret la clé, ce qu'il avait enregistré sur son appareil de photo. La carte SD. La carte SD, voilà. Je cherche mes mots là. Et donc du coup, il va être malheureusement emprisonné et ça va être un peu l'histoire de cette mère qui va se défendre bec et ongle pour essayer de sortir son fils de cette prison. Voilà, et puis on suit avec beaucoup d'émotion le déroulement de cette histoire, parce qu'il n'y a pas de grand suspense dans ce qui est en train de se dérouler. On voit très bien comment ça va se passer, mais pour le coup, on est vraiment, on suit pas à pas les émotions de chacun d'eux, et c'est ma foi très très bien interprété par tous les acteurs. Qui autant il y a un petit rebondissement aussi, donc je vais pas spoiler, je vais rien dire. Donc ça se termine. C'est une fin un peu douce amère, comme dirait Kevin. Voilà, très douce amère, oui, on va dire ça. Ok. Mais du coup, tu le conseilles Oui, je le conseille fortement. Puis je crois qu'il a eu pas mal de succès jusqu'à maintenant, il me semble. Il marche plutôt bien. Et puis, je pense que les gens sont assez curieux de voir Alexandra Lamy, du coup, dans un registre très crédible et très émouvante, avec beaucoup une volonté farouche de vouloir que son fils en sorte. Ouais. Et puis avec certaines des révélations qui peuvent coller malheureusement avec l'époque et la manière dont ça doit se passer. D'ailleurs, à la fin, il y a un petit laïus à ce sujet qui ne laisse pas de nous inquiéter, qui laisse pas grand espoir sur la situation. Ok. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. Nous avons une autre sortie de la semaine, mais elle va faire l'objet de son propre focus. Tout à fait. Parce qu'on va vous parler de films classiques, de chefs-d'œuvre. Ah, oui. On va vous parler du Salaire de la peur, les 3 versions, la version d'Henri-Georges Clouzot, la version de William Friedkin et la version de Julien Leclerc qui est sortie sur Netflix vendredi dernier. Mais avant cela, on va s'écouter une chanson, et pourquoi pas un petit peu de James Bond. On va s'écouter Duran Duran, View to a Kill. T'es très fan en plus de ça. Mon Dieu. Mais merci. On salue d'ailleurs l'émission C'est bientôt l'apéro, qui l'ont passé en blind test. Et là, du coup, je me permets de prendre cette chanson qui, du coup, la chanson du film Dangereusement Vôtre, le dernier Bond avec Roger Moore, 1985, et on s'écoute ça et on revient juste après. Radio Grand Lac, c'est vous qui en parlez le mieux. J'écoute toute la journée. Souvent au bureau, le soir à la maison quand je prépare mes rapports. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir. Pour rester dans l'ambiance James Bond, My Name is Bond. Vince Bond. Et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, ou radiograndlac.com. Et il est temps de finir cette émission en beauté avec un focus tout particulier sur une œuvre toute particulière. C'est Le Salaire de la peur. Nous avons vu les 3 versions. Nous avons pu analyser ces 3 versions. Oui. Nous allons revenir en long et en large sur ces 3 versions. Oui. Guillaume, je te lance. Eh bien, en fait, moi, j'ai découvert Le Salaire de la peur il y a 2 mois, là, quand j'étais en arrêt, justement, mais c'est partie des films que je devais voir. Et j'ai pris, le film d'Henri-Georges Clouzot, donc de 1953, et j'ai pris une baffe monumentale dans la tronche. Pour vous dire, j'ai déjà vu le film 2 fois. Rappelle-nous un peu le sel de l'histoire. Le sel de l'histoire, en fait, ça se passe au Mexique. Il y a une exploitation pétrolière, une explosion dans l'exploitation, et on charge, en fait, la compagnie charge des personnes de convoyer de la nitroglycérine jusqu'au puits de pétrole, sauf que évidemment les camions ne sont pas équipés, je crois, d'amortisseurs spéciaux, et la piste est affreusement comment dire, je ne sais pas, très périlleuse. L'entreprise est périlleuse. Voilà. Si vous voulez, c'est le convoi de l'extrême. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ce film m'a retourné, vraiment. Je m'attendais pas à grand chose, puisque je me suis dit 1953 en termes pour filmer peut-être l'action, ce genre de choses. Alors, le film prend du temps à démarrer, presque
3/4 d'heure, je pense, je veux pas dire de bêtises. 37 minutes, 37 précisément. minutes. Donc, mais il installe un cadre. Sur 2h30. Un ennui, quelque chose un peu de bizarre, qui montre bien l'enfermement des personnages. Puis, le film démarre avec en même temps que les camions, vraiment. Oui. Et là, quand je vous dis vous serrez les fesses du début à la fin, c'est vous serrez les fesses. Il y a une manière, en fait, un suspense de incroyable. En fait, du moment où il charge la nitroglycérine sur le camion, où il y a un personnage qui prend une petite passerelle et on voit qu'il s'en mêle un peu les pieds, tout le monde est... On sait que le trajet va être très, très long. Alors, c'est pas un film de vitesse. C'est un film vraiment, comme je le dis souvent, ça sent l'embrayage, ça sent la première, la manœuvre difficile. Ça sent le cambouis. Non, mais vraiment, ce film m'a bouleversé et il y a des épreuves il y a au moins 3 épreuves, on peut dire. Celle de la piste, le rocher et il y a d'abord il y a le pont aussi. Il y a le pont, la manœuvre avec l'élargissement. En fait, moi, je suis assez. je pense qu'il faut pas trop en dire même, parce que si les gens sont intéressés de revoir ce chef-d'œuvre, en n'ayant pas peur des mots, c'est un chef-d'œuvre. Absolument. Il faut absolument et impérativement qu'ils aillent le voir. Disponible sur Netflix. Et c'est vraiment, ce film pour moi n'a pas vieilli. Alors peut-être. Oui, dans la manière de faire certains plans et tout ça, mais en termes de tension dramatique. Le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs magnifique. est là, tout est là. Et puis vous avez une remasterisation, comme je viens de vous le dire, sur Netflix, qui est irréprochable. Il doit être à une quinzaine d'euros, je crois, sur aussi en Blu-ray, au site de vente en ligne, je crois, en Blu-ray de très très bonne facture. On vous le conseille fortement. Enfin, il y a peut-être juste la fin, moi, qui m'embête un petit peu. Il faut le rappeler quand même, c'est le seul film de l'histoire du cinéma qui a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes et aussi l'Ours d'Or de Berlin, et qui a été d'ailleurs salué quelques années plus tard par le BAFTA. C'est un film entièrement respecté par le monde entier, en tout cas. Mais en plus, Yves Montand, c'est pas un acteur que je connaissais. Enfin, je connaissais Yves Montand, mais je savais pas. C'est pas un acteur. Moi, La Folie des grandeurs. Oui, mais c'est surtout pour moi, c'était le papé, tu vois. Le papé. C'est sur sa phase des sources finissante. Ouais, mais il est excellent, je veux dire. Quand même, oui, très très bien. Et j'avais pas vu tellement de films avec. Icon Icare aussi. Iconicar, c'était pas mal. Oui, et puis Yves Montand de Costa Gavras. Z. Oui. Z. Mais tu vois, il y avait plein de films qu'en fait. L'aveu. Et l'aveu aussi. Plein de films que j'avais pas découvert de lui et franchement. On est loin de je ramasse les feuilles mortes à l'appel. Là, on est. C'est de l'action. Là, il y a une tension incroyable. La nitroglycérine, en fait, sert pour pouvoir étouffer la fuite de. Provoquer une grosse explosion pour étouffer le puits en fait de pétrole en flammes. En fait, il retrouve donc des personnages pour pouvoir convoyer cette fameuse nitroglycérine jusqu'à l'endroit où ça se passe, parce que c'est pas à côté, évidemment, parce que sinon l'histoire n'existerait pas. 400 km, je crois. C'est ça, même 500, je crois. Même 500 km. Ça, Et donc, en fait, ils prennent ce qu'ils ont sur place, à savoir des gens qui ont atterri chacun pour des raisons différentes. Et on laisse planer le mystère, à la différence de Sorcerer, justement. On se doute que c'est pas des gens très recommandables. Quand même, pour faire ce genre de mission, jamais. Oui, puis c'est surtout le personnage de Charles Vanel qui est lui extraordinaire. Lui, on sait déjà quand même que c'est une crapule, c'est un assassin. Mais il y a un rapport de force, vous verrez, qui change et que j'avais pas vu venir au départ et qui va loin. Et qui va, oui, surtout surtout vers la fin. On ne vous en dit pas plus si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment à voir. Et parlons de Sorcerer, du coup. Alors, Sorcerer, oui, donc le film de William Friedkin sorti en 1977, donc qui s'appelle en France, vous le connaissez peut-être sous le nom du Convoi de la peur. Voilà. Avec Roy Scheider et Bruno Kremer. Globalement, c'est la même histoire, sauf qu'on a une introduction assez longue sur les personnages et d'où ils viennent. On a plus précise un Palestinien, je crois, qui fait un attentat à Israël. On a Bruno Kremer qui est un banquier français véreux, exactement. On a Roy Scheider qui est un conducteur pour la mafia et le dernier c'est un assassin.
Oui, c'est un assassin qui à la base en plus prend la place d'un ancien nazi caché en fait en Amérique latine. Oui, c'est ça. On va dire que c'est le personnage qui collerait le plus à Charles Blanet. D'accord. Et alors, il y a quelques différences à noter. Peut-être qu'on a moins de tension au niveau de tout ce qui est mise en scène de la nitroglycérine qui risque d'exploser à chaque moment. On a ça, mais on a ça, mais on l'a quand même un peu moins. Mais on a un côté plus impressionnant dans le voyage. Ah oui, parce que là, on est en pleine jungle. Et puis il y a quelques années qui séparent les deux films, donc il a certainement plus de moyens aussi. Et puis il y a la scène du pont. Voilà. Il a pas tourné dans le Gard. Non, oui. Ouais, mais enfin bon. Si on l'avait pas dit, on l'a dit la dernière fois, mais c'est vrai, il faut rappeler que le Salaire de la peur de 1953 avait été tourné donc dans la bambouserie d'Anduze, comme je vous avais. Et ça se voit pas. Et ça se voit absolument pas. Non, c'est extraordinaire. Là, on voit vraiment qu'il y a ça, on voit la jungle. Il y a une scène où la crasse. Oui, la crasse, exactement. L'humidité. Il y a une scène où le camion doit traverser un pont suspendu. C'est absolument impressionnant. Puis ils le font 2 fois, c'est ça le pire. Oui, parce qu'il y a 2 camions. Parce qu'il y a 2 camions, mais la scène est d'une tension, enfin franchement, rarement égalée, quoi. Et ce qui est fort avec Friedkin, c'est qu'au final, il s'intéresse peut-être encore plus au personnage. Oui, tout à fait. Parce que la mission n'est finalement qu'une péripétie. Le film dure 2 heures. On pourrait couper en disant on a 1 heure d'introduction et 1 heure de mission avec les camions. Et ce qui est très très fort, c'est que les 4 personnages sont pour le coup, à la base, tous plutôt détestables. Ah oui, et sont tous des têtes brûlées à un point que quand ils commencent à se disputer, on se dit, il y en a un qui va tuer l'autre. Tout à fait. En fait, chacun est une boîte de nitro à lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on développe plus les personnages, mais le film est beaucoup moins bavard, par exemple, ils sont tous que très celui mythiques. de Clouseau. Oui. D'accord. Oui, mais ça passe plus j'aimerais par bien du regard. le voir, parce que je pense que c'est quelque part, il a dû faire ce film aussi en hommage à Henri-Georges Clouzot. Alors, parce qu'il adorait, je pense, ce film déjà. Il a dit qu'il adorait, il a dit qu'il ferait pas mieux que lui. Ouais. Ce qui est en partie vrai, mais il est pas bien loin derrière. Très honorable. Non, il est même, on est pas loin du chef-d'œuvre quand même. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait différent. Et au final, c'est bien. Bon, mais c'est respecté. Je veux dire, il a repris les scènes emblématiques de très belle manière, d'ailleurs, il faut le dire. Malheureusement, à la différence du film qu'on parlera après. Oui. Qu'il l'a fait de manière absolument dégueulasse. Voilà. Là, c'est fait avec respect, mais c'est vu d'une autre manière quand même. Globalement, il y a le même fond aussi. Ça va critiquer les grosses corporations qui exploitent les pays en voie de développement, ce genre de choses. D'ailleurs, à ce titre-là, on disait tout à l'heure que le Salaire de la peur, donc de Henri-Georges Clouzot, avait été un peu. Il y a eu une censure en ce qui concernait la firme américaine de pétrole. Oui, bien sûr. Ils avaient censuré au moins 35 minutes, je crois, du film. Pour dire. Parce que c'était considéré comme étant anti-américanisme, et donc du coup ils ont fait un peu le blackout là-dessus. Le Friedkin est encore pire. Oui, parce que après tous les moyens sont bien mis en œuvre. Par exemple, tu disais qu'il y avait moins de tension, mais on t'explique au départ que par exemple la nitro ne peut pas être chargée en hélicoptère. Il y a des justifications malgré la technologie où on les met bien. On les met bien dans du sable, par exemple, les choses. Enfin, pour éviter que ça bouge trop dans le camion. Voilà. Et puis les camions sont pourris dans ce par contre, c'est des épaves. Ces trucs. Il y a des trous comme ça. Ils ramassent ce qu'ils ont pu trouver sur place. C'est ça le principe, à mon avis, même du roman, sûrement. Il y a une scène de 5 minutes où on les voit en train de bricoler les camions avant. Est-ce qu'ils sont obligés de prendre des pièces de l'un pour combiner à l'autre? On se disait, ça faisait très Michael Mann d'ailleurs sur certains plans. Oui, et puis en plus avec la musique de Tangerine Dream, on a vraiment un côté très Michael Mann. Et donc, comme on disait à la base, ce film avait encore plus d'ambition, parce qu'il devait y avoir Steve McQueen, Lino Ventura, et au final, en fait, il a eu beaucoup de mal, on en parlait tout à l'heure, à avoir son casting rêvé, et c'est un des plus gros échecs de la carrière de William Friedkin. Pas dû au fait que c'est pas un bon film, mais parce que il a joué de malchance avec l'association à ce même moment de la sortie de la Guerre des Étoiles. Après, il a joué aussi avec les nerfs des producteurs, parce que c'est le film où il a été le plus libre.
et où les producteurs, à la fin, on avait marre parce qu'il a dépassé les budgets et tout ça. Du moment que vous tournez dans la jungle, je crois que, en général, ça se passe mal. C'est ça. Werner Herzog s'en rappelle, je crois. Pour le coup, moi, j'avais pas vu ce film-là, mais j'avais vu les films de William Friedkin que j'affectionne assez particulièrement. C'est French Connection. Oui, absolument. Et puis L'Exorciste aussi, qui est un incontournable des films qui malheureusement, en fait, a tellement été ressucé, repompé, qu'il a mal vieilli, en fait, maintenant. Mais moi, je restais plus sur French Connection, à vrai dire. Ouais. Il est temps où il y avait Roy Scheider aussi également. Oui, c'est lui qui l'a lancé. Oui, il est temps de parler de... Oh mon Dieu, le salaire de la peur. Donc de cet étron. Moi, je l'ai pas vu, donc c'est bon. Mais tu vas pouvoir écouter. On va pas aller par quatre chemins. Non. C'est pour l'instant, pour moi, le pire film que j'ai vu cette année. C'est, honnêtement, si on enlevait le côté salaire de la peur qu'on se disait, c'est un mauvais film d'action français déjà. Oui. Mais alors, le fait de l'appeler le salaire de la peur, c'est absolument honteux. On aurait dû l'appeler le smicard de la peur ou le RSA. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas le salaire et il n'y a pas la peur. Donc déjà, c'est un peu problématique, quoi. Non, mais il y a un montage catastrophique déjà dans les scènes d'action. Alors, rappelons juste que l'histoire, c'est du coup on a Franck Gastambide, Alban Lenoir et Anna Girardot, et l'histoire est légèrement différente. C'est que du coup là, ça se passerait plutôt en Arabie Saoudite. Ça a été tourné au Maroc. Oui. C'était tourné au Maroc, ça se voit d'ailleurs. Oui. Du coup, pareil, on prend le principe qu'il y a un d'équerre qui explose et il faut chercher de la nitroglycérine. Et pour cela, du coup, on demande au Vin Diesel du coin, Franck Gastambide. Et lui, il veut pas au début. Et on lui dit, ouais, mais si tu veux, on libère ton frère qui est en prison, qui est Alban Lenoir. Et vous pourrez partir. Parce que il nous montre un peu qu'ils sont prisonniers, mais bon. On nous dit que c'est ça, le sel de la récompense, c'est libérer le frangin. On vous dira au moment du film que c'était pas une si mauvaise idée en soi. Mais le problème, c'est que au milieu du film, on vous parlera de pognon et on se dira mais à quel moment c'est arrivé sur la table ça. Et c'est un peu ça le problème, c'est que le film tente de faire des choses mais très très mal, avec un montage absolument catastrophique, montage alterné, on joue sur les timelines. Quand le titre s'affiche, le salaire de la peur, on est là en disant en plus il s'affiche au bout de 10 minutes. Pire moment pour afficher un titre de film. Et puis vous avez ce truc, ce patatras, c'est que le film se rappelle au bout de dans les 20 dernières minutes que oui c'est vrai, je m'appelle le salaire de la peur. Donc on passe sur une piste enfin, parce qu'avant on était sur des routes. Ah oui d'accord. Et tu as cette fameuse phrase. Et si on se séparait, si on se donnait un peu d'écart entre les deux, parce que sinon ils sont ils sont cul à cul tout le long. Et c'est formidable. Et en plus, du coup, c'est très réfléchi. Dans les 20 dernières minutes, vous avez la pierre, la mare de pétrole. En même temps, en plus. En même temps, sans aucun suspense. C'est-à-dire que Alban Lenoir, quand il voit la pierre au milieu du chemin, il a vu le salaire de la peur dans sa tête. Oui, il a vu le film. C'est ça. Voilà. Je prends ma perceuse. Tout de suite. C'est formidable. Et alors, mais en plus, coupé, c'est entrecoupé. Enfin, je veux dire, on pourrait installer une tension, mais sauf qu'on montre l'autre en train de passer la flaque de pétrole en même temps. Mais c'est hallucinant. En plus, ils vous font patiner un camion MAN, alors qu'on sait qu'un camion MAN, ça a 8 roues motrices. Si une roue patine, les autres marchent. Mais bref, on va pas. Voilà. Non, je t'ai plus. La cour est pleine. Mais il y a une trahison. Il y a une trahison. On finit sur un final très hollywoodien. En mode, je suis pas un lâche. J'irai jusqu'au bout. Ah non, mais. Parce qu'en fait, on te dira en off. Franck Gastambide a fait quelque chose qui fait qu'il a plus ou moins le rôle de Charles Vanel, mais là, il le dit pas, mais on sent que c'était, je suis pas un lâche. Et du coup, ils ont rajouté des relations humaines parce que du coup, Franck Gastambide est en couple avec Anna Girardot, qui est la guide, on va dire. Enfin, la guide, c'est formidable parce qu'elle est dans le convoi pour être la guide, sauf qu'au bout de 5 minutes. Ils sont arrêtés. Elle fait arrêter la voiture parce qu'elle s'entend pas très bien avec son passager de droite, et elle lui dit, t'inquiète, c'est tout droit. C'est tout droit. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un guide. C'est la super guide. Il y a une scène avec une mine aussi. Oh là là. Ah oui. Alors vous avez un ralenti parce qu'il y a une explosion, et en fait vous voyez bien en ralenti que la détonation vient du bas. Et du coup, moi j'étais là en disant c'est un champ de mine. Et en fait, ils sont tous là à regarder en haut des montagnes s'il y a pas quelqu'un qui va les attaquer et tout ça. Parce que bon, le contexte politique est assez brûlant. C'est ce qu'ils essayent d'apporter en plus par rapport au film d'avant. Et je me disais, mais ils ont compris, mais ils le disent pas. C'est une vraie gageure. Et au bout de 15 minutes, je ne mens pas. T'as raison d'avoir intitulé ça le salaire de la peur. Mais au bout de 15 minutes, tu as Alban Lenoir qui sort du camion en disant, arrêtez tout, c'est un champ de mine. Et là tu fais,
Oui, on l'avait compris. On avait compris. Et les mecs qui font des headshots à 100 mètres. Très didactique en plus, pas d'ambiguïté dans les relations entre les uns et les autres. Ouais, la snipeuse isolée qui se dit je vais me faire un convoi entier toute seule. Oui. Comme ça pour rien. Pourquoi. Non, c'est ça. Mais limite, Franck Gastambide, à la fin, il fait un tir, là, ils sont à 100 mètres. Il y a une prise d'otage comme ça. Là. Et en plus, il s'est. Bon, on spoil un tout petit peu, mais c'est vraiment ne le voyez pas. Ne regardez pas ce film. Il prend une balle, en fait, dans le gilet pare-balles, donc il est dans le camion, ils l'ont bien mis un peu comme Charles Vanel, il fait et puis donc ils sont prendre en otage la famille de son frère, et ils sont hyper loin, et puis lui d'un seul coup il a un sursaut, il prend son flingue à une main et puis il les dégomme sur la butte, alors que la méchante tenait l'enfant comme ça, mais sans moi. Impeccable. Sans moi. Ah non, c'est sans personne. Il n'y a strictement rien à sauver. J'ai eu encore plus mal au cœur quand au générique de fin j'ai vu musique originale Eric Serra. Mon Dieu, mais où était-il? Qu'on aime ou pas Eric Serra, faut quand même dire qu'il est talentueux et qu'il a une patte. Ah oui. Oui. Ouais, Eric Serra. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, par exemple. Ah non, j'adore. Nous l'avons rencontré. Oui, nous sommes allés voir le ciné-concert du Grand Bleu. Ouais. Le Grand Bleu, c'était un must. C'était ce qu'il l'avait fait connaître. Alors, ce qui me fait halluciner, c'est que ce film est en numéro 1 Netflix mondial. Oh là là. C'est normal parce que ça vient de sortir. Dans le milieu de la chanson, il y en a d'autres qui sont numéro 1 mondial. Bon, on va pas en parler, mais bon. Il y a un marqueur qui est formidable sur Twitter, c'est Hideo Kojima, qui est donc celui qui a créé les jeux vidéo Metal Gear Solid, qui est un très grand cinéphile et qui généralement, quand il parle d'un film, il en dit du bien et tout ça. Et on sait quand il a pas aimé un film, parce que généralement, il dit des détails, mais voilà. Et là, on sait qu'il a pas aimé le film, puisque sa critique, c'est il a l'air de faire chaud. Donc ça veut dire le film est pourri. Parce qu'en fait, il faut pas oublier ça. Merci d'en parler. Normalement, dans les 2 précédents films, on avait cette sensation de chaleur. Alors, on va pas me dire. Je sais que les camions ont la climatisation, peut-être, mais à aucun moment je vois une goutte de sueur sur le front. Pas les camions justement parce qu'elles baissent la vitre. Ah oui, c'est vrai. Ils ont jamais chaud. Hein. Enfin là-bas, c'est. Puis il y a un cliché de pirate du désert. Non mais c'est une gageure. Non, il fallait pas faire. Franchement, c'est. Non mais il fallait pas le faire comme ça, surtout. C'est un ratage complet. Mais il y a un truc aussi, c'est que on se rapproche du nanar. Ça sent pas le prolétaire, tu vois. Non mais comme je dis souvent, c'est que il y a des personnages. Tu peux un peu t'identifier quand même à certains. On sent pas qu'ils sont dans la panade. Oui, mais là, en fait, il y a certains personnages dans les autres, on peut s'identifier. Ils te paraissent, où tu pourrais les connaître. Ceux-là, en fait, on te les a mis un peu en mode héros hollywoodien, tout ça, ou même si c'est un lâche, c'est pas vraiment un lâche parce qu'il va faire des actions héroïques. Parce que on pourrait croiser des gens comme Charles Vanel un petit peu partout, je pense. Bien sûr. Et on en a croisé. Et on en a croisé. Il y a beaucoup de. Mais là, non, on peut pas s'identifier. De nuances dans le jeu de ces grands acteurs. Parce que je trouve Vanel ces acteurs sont trop éloignés de nous. Les Gastambide, les Lenoir, enfin, la manière d'être traités, c'est des gens, ils sont. On citera d'ailleurs Charles Vanel, I need money. Et quand I need du fric, je suis inarrêtable. Moi, j'aime trop quand il l'engueule. Joe, reviens. C'est formidable. Enfin bref, vous savez, du coup... Ne le voyez pas. La conclusion. Du coup, ça vaut encore le coup de reparler de l'ancien et puis de l'hommage par voyez, d'ailleurs, en plus, vous n'avez même pas d'excuses. Oui. L'original est sur Netflix, donc regardez l'original. Ne regardez pas la dernière version, ça ne vaut clairement pas le coup. Et si vous avez la possibilité de trouver Sorcerer... Il doit être en VOD quelque part. Il doit être en VOD sur MyCanal, allez-y. Franchement, les 2 premières versions sont des versions assez complémentaires qui sont réussies dans le sens qu'on peut les suivre, les regarder sans avoir vu le même film. Voilà, c'est ça. Mais par contre, n'ouvrez pas la boîte de Pandore, même par curiosité. Parce que là, chers auditeurs, vous pourriez vous dire « Oh, je vais aller jeter un coup d'œil par plaisir ». Non, pensez au mythe de Pandore. N'ouvrez pas la boîte. Et ça va vous cramer les yeux. Ne faites pas ça, il serait capable de nous faire une suite. Alors, donc c'est tout pour cette émission. Côté programmation de radio, demain vous allez retrouver une émission spéciale de l'intuition à la médiumnité de 11h à 11h45, suivie d'une émission Question de parole
Parents, présentée par Elodie L, de 12h15 à 12h45. Et enfin, l'émission Parents Autrement, présentée par Pauline, de 13h à 14h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres films, d'autres sorties. On parlera du coup des sorties de cette semaine. On parlera de Godzilla, on parlera de Black Flies et probablement de Drive Away Dolls, le nouveau film de Ethan Cohen. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte sur Céline Dion, I Am Alive, la chanson du film Stuart Little 2. Oui, je racle un peu les fonds de tiroir. Là, c'est vraiment les fonds du fond. I'm Alive, mais pas comme les acteurs de Le Salaire de la Peur version 2024. Voilà, justement, on se redonne un peu de vie et la chanson est sympa, on va pas se mentir. I Am Alive, portez-vous bien, allez au cinéma et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.